Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitexplique. Alors aujourd'hui je vais vous parler du célèbre Citadel, donc c'est un jeu de Bruno Feduti. C'est édité chez Edge pour 2 à 7 joueurs, des joueurs de 10 ans ou plus, et pour des parties d'une durée d'environ 45 minutes. Alors dans Citadel, votre but c'est de construire la cité la plus prestigieuse possible en récoltant de l'or et en vous aidant de personnages locaux. Alors comment se présente le jeu? Donc tout d'abord vous avez les pièces d'or. Alors au début du jeu chaque joueur reçoit 2 pièces d'or. Donc ici j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs. Vous avez les cartes quartiers qui se présentent sous cette forme-ci. Donc chaque carte quartier a un coût en or qui est indiqué ici à gauche. D'accord, donc ici c'est 5 pièces d'or, a un petit nom et a une catégorie. Donc en fait il y a 5 types de bâtiments différents. Nous avons les quartiers nobles. Alors nous avons les quartiers religieux en bleu, les quartiers commerçants en vert et les quartiers militaires en rouge. Donc ce que vous voyez en mauve que j'ai passé, ce sont ce qu'on appelle les merveilles. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 4 cartes quartiers. Nous avons ensuite les cartes personnages, il y en a 8, numérotées de 1 à 8, et ces numéros vont déterminer en fait l'ordre de résolution des rôles de ces différents personnages. Et pour finir, nous avons la couronne. Donc la couronne au début, on va la donner au joueur le plus vieux, donc par exemple celui-ci. Une partie de Citadel se déroule en une succession de tours, jusqu'à ce qu'un joueur ait construit le 7e bâtiment de sa cité. Une fois que c'est fait, on achève le tour en cours et on passe au décompte des points. Alors les points, ça va se passer comment? Déjà en fait, chaque bâtiment construit dans sa cité va rapporter un nombre de points de victoire égal au coût en or de ce bâtiment. Donc ici, ce bâtiment-ci rapporterait 5 points de victoire. Donc on fait la somme des points de victoire de chacun de ces bâtiments dans son quartier. Et puis il y aura également des points liés à certains bonus, dont j'en parlerai à la fin de la partie. Mais donc il faudra accorder une importance aux bâtiments que l'on va construire, parce que certes, construire des bâtiments chers va prendre plus de temps mais rapportera plus de points de victoire, alors que construire des bâtiments pas chers va rapporter peu de points de victoire à la fin de la partie, donc celui-ci sera juste un point de victoire, mais va vous permettre de développer votre cité évidemment plus rapidement, vu que ça vous prendra moins d'or pour construire un tel bâtiment. Alors chaque tour de Citadel va se décomposer en 2 phases. La première phase, ce sera le choix des personnages, et la deuxième phase, ça va être les tours des joueurs. Donc pour la phase du choix des personnages, le joueur qui détient la couronne va prendre les cartes personnages, et il va commencer par en écarter certaines. Alors le nombre de cartes qu'on écarte dépend du nombre de joueurs. Donc ici, pour une partie à 4 joueurs, donc celui qui a la couronne, il mélange les cartes, il va en écarter 2 faces visibles, et une face cachée. Ces cartes-ci, on les met de côté, elles ne seront pas utilisées pour ce tour-ci. Donc tous les joueurs savent que le condottiere et le magicien ici ne seront pas présents durant ce tour. A noter qu'on ne peut jamais écarter le roi face visible. Donc si le roi est écarté face visible, on le met de côté et on reprend une autre carte à écarter face visible à la place. Ensuite, on remet le roi dans le paquet, on remélange les cartes et on en écarte une face cachée. Et donc là, a priori, le roi peut être écarté, on n'en sait rien. Pour une partie à 5 joueurs, on écarte seulement une carte face visible et une carte face cachée. Et pour une partie à 6 ou 7 joueurs, on n'écarte qu'une seule carte face cachée et pas de carte face visible. Alors à 2 ou à 3 joueurs, ça va se passer un petit peu différemment cette fois-ci, donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Donc une fois qu'on a écarté le nombre de cartes adéquats, face visible et face cachée, on va passer donc au choix des personnages vraiment, et donc c'est le joueur qui détient la couronne qui va retourner maintenant les cartes qui lui restent, et il va choisir un personnage qu'il veut utiliser durant ce tour. D'accord, donc ici je vais en prendre un au hasard, là, par exemple l'architecte. Une fois qu'il a choisi, il passe son paquet de cartes, il passe les cartes restantes à son voisin de gauche. Donc on fait tourner les cartes dans le sens horaire, donc on passe les cartes à ce joueur-ci, qui va regarder les cartes, choisir à son tour un rôle qu'il va placer face cachée. Donc tous les rôles sont choisis en secret. Il passe le paquet au joueur suivant qui va lui à son tour choisir un rôle face cachée et qui passe finalement les cartes au dernier joueur qui va à son tour choisir un rôle et le conserver face cachée. Alors à noter que lorsqu'on joue à 7 joueurs, le dernier joueur, lorsque les cartes personnages lui arrivent, il ne lui restera plus qu'une carte en main. Ça veut dire que le joueur précédent sait d'office quelle carte il a en main. Alors du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la carte qui a été écartée face cachée, il va la prendre et il va choisir un des 2 personnages qu'il a ici. Le dernier personnage qui n'est pas utilisé, il est écarté également.
Ensuite, on va passer au tour des joueurs. Donc le joueur qui détient la couronne, il va appeler chaque personnage un à un. Donc ici, j'ai une carte aide de jeu présente dans la boîte. Et donc, on va commencer par, donc celui qui détient la couronne, il va appeler les personnages un par un, dans l'ordre des numéros en fait. Donc il va commencer par appeler l'assassin. S'il y a un assassin, le joueur qui possède ce personnage révèle sa carte et il va jouer son tour. Ici, c'était donc le troisième joueur qui possède l'assassin. Donc il révèle sa carte et il va pouvoir jouer son tour. Et donc ensuite, une fois qu'il aura fait son tour, le roi il va continuer à appeler chaque personnage un à un, jusqu'à ce que tout le monde ait joué le rôle de son personnage. Alors comment va se dérouler le tour d'un joueur? Donc là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est parler de la partie commune à tous les joueurs, qui est indépendante du personnage en fait, parce qu'en plus, chaque joueur va pouvoir utiliser le ou les pouvoirs de son personnage. Ce pouvoir va soit devoir être utilisé à un moment donné, par le rôle du personnage, ou soit à n'importe quel moment du tour. Mais donc ça, les différents personnages, je les présenterai à la fin de la vidéo également. Donc on va commencer par parler des actions communes. En commençant son tour, un joueur va immédiatement soit prendre 2 pièces d'or de la banque, ou soit piocher 2 cartes quartier et en conserver une. Donc s'il prend les 2 pièces d'or de la banque, c'est très simple, il augmente son capital. S'il prend 2 cartes quartier, donc il les regarde, il en choisit une, qu'il va ajouter à sa main, et l'autre il la défausse face cachée en dessous de la pioche. Ensuite, une fois qu'il a réalisé l'une ou l'autre de ces deux actions, donc il ne peut jamais faire les deux au cours d'un même tour, il va pouvoir, s'il le veut, construire un bâtiment dans sa cité. Donc regardons les bâtiments du troisième joueur. Donc ici, notre troisième joueur, il possède que 2 pièces d'or. Regardons ses quartiers. Bon, ici, évidemment, avec 2 pièces d'or, il ne peut rien construire encore, d'accord? Parce que tous ces bâtiments coûtent au moins 3 pièces d'or. Donc ici, il va être obligé de mettre terme à son tour. Mais donc même s'il avait un bâtiment qu'il pouvait construire, de 1 pièce d'or ou 2 pièces d'or, il n'est pas obligé de construire son bâtiment. Donc ensuite, le roi va appeler les autres personnages un à un, et donc à chaque fois, donc il va maintenant appeler le voleur. S'il y a un voleur, il va se révéler et jouer son tour. Sinon, le roi va directement passer au personnage suivant, et ainsi de suite. Et donc à chaque fois, chaque joueur va devoir d'abord soit prendre 2 pièces d'or à la banque ou prendre 2 cartes quartier, en garder une, défausser l'autre. Il pourra ensuite construire un bâtiment dans sa cité. Donc les bâtiments qu'il construit proviennent forcément toujours de sa main. Alors parlons brièvement des différents types de quartiers et ce qu'ils peuvent apporter. Donc en fait, les quartiers religieux, nobles, militaires et marchands, ils sont liés à chaque fois à un des personnages du jeu. Donc en fait, les quartiers religieux, ils sont liés à l'évêque. Et en fait, le personnage qui est à l'évêque, il va pouvoir gagner 1 pièce d'or pour chacun des quartiers religieux qui sont dans sa cité. Le roi, ça va être pour les quartiers nobles. Le condottiere, ça va être pour les quartiers militaires. Et le marchand, ça va être pour les quartiers commerçants. Alors ensuite, nous avons une 5e catégorie de bâtiments qui sont les merveilles, liées à aucun des personnages. Alors ces merveilles, en général, coûtent plus cher, valent donc plus de points à la fin de la partie, mais en plus, elles apportent un bonus durant la partie ou en fin de partie. Donc ça, on ne va pas les passer en revue parce qu'il y en a pas mal, mais donc à chaque fois, l'effet de ces merveilles est clairement indiqué sur la carte de la merveille. Parlons maintenant des personnages, et commençons par le numéro 1, l'assassin, donc celui qui est appelé en premier. L'assassin, lorsqu'il est appelé, il va tuer un autre personnage. Donc il annonce un personnage, et celui-ci est tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, celui qui détient la couronne, donc mettons que l'assassin il décide de tuer l'évêque, et bien celui qui a la couronne, il n'annonce pas l'évêque. Et donc, s'il y a un joueur qui avait l'évêque, son tour est passé. Il ne pourra donc ni prendre de l'or à la banque, ni ajouter un quartier à sa main, et il ne pourra donc pas construire de bâtiments dans sa cité lors de ce tour-ci. Et évidemment, il ne pourra pas non plus bénéficier du pouvoir de son personnage, donc du pouvoir de l'évêque en l'occurrence. Mais donc ce qui est important, c'est que l'assassin, il tue un personnage et non pas un joueur, d'accord? Donc vous désignez un personnage et pas un joueur. Et si ça se trouve, le personnage que vous allez désigner, eh bien personne ne le possède en fait. Et donc vous n'aurez embêté en fait personne. Ensuite, le voleur. Alors le voleur, il va vous permettre de piquer de l'or à quelqu'un d'autre. Donc, un peu comme l'assassin, vous allez annoncer un personnage que vous voulez voler. Donc à nouveau, j'insiste, c'est un personnage que vous volez et non pas un joueur. Donc vous annoncez le personnage que vous voulez voler.
Important, vous ne pouvez pas voler l'assassin qui a déjà été révélé, et vous ne pouvez pas non plus voler celui que l'assassin a tué. Donc si l'assassin avait tué l'évêque, vous ne pouvez pas dire que vous volez l'évêque. Donc vous ne volez ni l'assassin ni l'évêque. Vous annoncez un personnage, par exemple le roi. Et le roi, au moment où il est appelé, bien celui qui se révèle être roi, s'il y en a un, tout l'or qu'il possède, il le donne au voleur. D'accord? Donc s'il possède 4 pièces d'or, il donne ces 4 pièces d'or au voleur. Évidemment, s'il ne possède rien, ben, il ne donne rien. Et évidemment, s'il n'y avait pas de roi, donc c'est-à-dire si le personnage que le voleur vole, il n'est pas présent, aucun joueur ne l'a pris, ou il a été écarté en début de partie, bien forcément le voleur, il ne récupère rien. Alors ensuite, nous avons le magicien. Le magicien, il va vous permettre de renouveler votre main. Alors vous avez le choix. Donc soit vous échangez tous vos quartiers, donc tous les quartiers de votre main, vous les échangez contre tous les quartiers de la main d'un autre joueur. Donc ça veut dire même si vous avez qu'un seul quartier et qu'un autre joueur en a 5, vous pouvez choisir d'échanger votre unique quartier contre les 5 quartiers de l'autre joueur. Donc ce sont des quartiers qui sont dans la main du joueur évidemment, qui n'ont pas encore été construits. Les bâtiments construits, le magicien ne fait rien dessus. Ou alors, vous pouvez choisir d'échanger autant de cartes que vous voulez de votre main contre des cartes de la pioche. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'échanger 2 cartes de votre main contre 2 cartes de la pioche. Donc ce que vous faites, les 2 cartes dont vous vous débarrassez, vous les défaussez en dessous de la pioche et vous prenez les 2 premières cartes de la pioche. Et donc évidemment, si vous avez 4 cartes et que vous voulez en échanger les 3, vous pouvez le faire avec 3 cartes par exemple. Passons maintenant au roi. Donc comme déjà dit, le roi il ne peut jamais être écarté face visible au début du tour. Alors ensuite, donc chacun de vos quartiers nobles rapporte une pièce d'or. Alors ce bénéfice, cet or que vous pouvez le récolter à n'importe quel moment de votre tour, c'est-à-dire soit au début ou soit à la fin. Par exemple, là vous avez un quartier noble dans votre cité, vous pouvez dire mon quartier noble me rapporte, donc je gagne une pièce d'or. Ou alors, vous pouvez attendre d'avoir construit un autre quartier, donc vous jouez votre tour, donc soit vous récupérez une nouvelle quartier ou 2 pièces d'or, donc ici je vais piocher 2 cartes quartier, j'en garde une, je défausse l'autre en dessous du paquet, je regarde ma main, et donc j'observe quoi? J'ai plusieurs bâtiments nobles que je peux construire. Alors première chose à remarquer, c'est que j'ai un château dans ma main, mais j'ai déjà un château dans ma cité. Je ne peux jamais construire 2 fois le même bâtiment dans ma cité. Donc ce château-ci, il ne me sert plus à rien, je ne peux pas le construire. Donc remarquez que ma taverne non plus ici, elle ne me sert plus à rien, vu que j'en ai déjà une. Alors pour 5 pièces d'or, en fait ici je peux tout construire. Le manoir, donc j'en ai 2, il y en a un des 2 qui ne me sert à rien. Le manoir, la prison, et c'est tout en fait. Voilà, je peux construire un de ces 2 bâtiments. Alors moi ici par exemple, je vais choisir de construire le manoir, qui me coûte 3 pièces d'or. Donc je le mets ici. Voilà. Je dépense mes 3 pièces d'or. Donc maintenant, je possède 2 quartiers nobles. Et je peux, si je le souhaite, revendiquer maintenant l'or de mes quartiers. Donc ici, je suis roi, pour rappel. Je suis roi. Donc mes quartiers rapportent. Et donc, je prends immédiatement 2 pièces d'or. Donc important, évidemment, les quartiers rapportent qu'une seule fois pendant le tour. Donc c'est soit tous vos quartiers qui rapportent au début du tour, ou tous vos quartiers nobles qui rapportent à la fin du tour. D'accord, donc si j'avais décidé de récolter l'or au début du tour, j'aurais gagné une pièce d'or. Et puis le manoir que j'ai construit après, il ne me rapporte rien du tout. Du coup. Donc là, le plus intelligent, vu que j'avais assez d'or pour construire mon quartier noble, c'est d'attendre évidemment la fin du tour, d'avoir construit mon 2e quartier noble pour récolter l'or. Pour finir, le roi, il va récupérer la couronne. Donc immédiatement, du coup, c'est vous qui appelez les personnages suivants. Et au prochain tour, c'est vous qui allez choisir en premier le personnage. Alors, à noter que si l'assassin a tué le roi, donc forcément vous ne vous révélez pas, mais à la fin du tour, donc à la fin que tout le monde ait joué son rôle, vous vous révélez que vous étiez roi, et en tant qu'héritier, c'est quand même vous qui récupérez la couronne. Et donc c'est quand même vous qui commencerez le tour suivant pour choisir le personnage. Alors ensuite nous avons l'évêque. Donc l'évêque, lui c'est les quartiers religieux qui lui rapportent. Donc chaque quartier religieux présent dans votre cité rapporte une pièce d'or. Donc cet or, vous pouvez le récolter à nouveau au début ou à la fin du tour. Et alors en plus, donc c'est lié à un personnage dont on va parler après, l'évêque, celui qui est l'évêque, eh bien le condottiere ne peut pas détruire de bâtiment dans sa cité. Parce que vous allez voir que le condottiere peut détruire un bâtiment d'une cité ennemie. Eh bien celui qui est l'évêque, il est immunisé contre les attaques du condottiere. Ensuite nous avons le marchand. Donc déjà le marchand,
Après que vous ayez pris 2 pièces d'or à la banque, ou bien alors 2 quartiers, en garder un, défausser l'autre, vous gagnez tout de suite une pièce d'or supplémentaire. Donc ça c'est le cadeau avec le marchand. Ensuite le marchand, en plus de cette pièce d'or supplémentaire, eh bien tous vos quartiers commerçants rapportent, donc tous les quartiers verts rapportent une pièce d'or, tous les quartiers verts présents dans votre cité. Donc comme pour le roi et l'évêque, l'or vous le récoltez soit au début, soit à la fin du tour. Ensuite, nous avons l'architecte. Donc l'architecte, il va vous permettre de piocher plus de cartes et de construire plus de bâtiments. Si vous êtes l'architecte, après avoir récolté l'or ou un quartier, vous piochez immédiatement 2 quartiers supplémentaires que vous ajoutez tous les deux à votre main. Donc vous, potentiellement, au cours de votre tour, vous pouvez avoir 3 nouveaux quartiers dans votre main. Et ensuite, en plus, avec l'architecte, vous avez le droit de construire jusqu'à 3 quartiers durant ce tour. Donc normalement, vous êtes limité à un seul quartier par tour. Mais là, avec l'architecte, vous pouvez construire jusqu'à 3 quartiers. Pour finir, nous avons le condottiere. Donc on a déjà pas mal parlé de lui du coup. Donc le condottiere, lui, c'est les bâtiments militaires qui rapportent. Donc, là, il n'y en a pas dans la cité. Mais donc si vous avez les bâtiments militaires dans votre cité, chaque bâtiment militaire rapporte une pièce d'or à récolter donc au début du tour ou à la fin du tour. Et en plus, le condottiere, il vous permet de détruire un bâtiment d'une cité ennemie. Alors détruire le bâtiment d'une cité ennemie, ça vous coûte de l'or. Ça vous coûte une pièce d'or de moins que le coût du quartier au départ. Donc ici vous avez le choix avec vos 3 adversaires. Donc celui-ci qui possède 2 quartiers, celui-ci en possède 2 également, et celui-ci 1. Alors celui-ci il possède un quartier qui coûtait au total 6 pièces d'or. Alors vous remarquez qu'il y a 2 pièces d'or en plus, c'est une merveille qui en fait coûte 6 pièces d'or mais rapporte 8 points de victoire à la fin de la partie. Donc là si vous voulez détruire ce bâtiment-ci, qui a coûté 6 pièces d'or, vous devez donc dépenser 5 pièces d'or pour le détruire. Vous en avez 4, vous ne pouvez pas le détruire. Alors dans cette cité-ci, vous avez le choix, vous avez un bâtiment qui coûte 2, donc vous pour le détruire vous devez dépenser un seul, ou un bâtiment qui coûte 3, et donc pour le détruire vous devez dépenser 2 pièces d'or. Alors pour finir ici, ce joueur-ci, alors il possède le donjon qui est une merveille qui ne peut jamais être détruite, donc voilà, vous ne pouvez pas détruire cette merveille. Mais vous avez la tour de guet qui a coûté qu'une seule pièce d'or, et donc cette carte-ci, vous pouvez la détruire gratuitement. Donc là, c'est à vous de voir un peu ce que vous préférez. Donc évidemment, vous pouvez le détruire gratuitement, mais lui, ça ne lui rapporte qu'un point de victoire, donc ça ne fait pas énorme. Alors que lui, il a plus de points de victoire, donc vous allez peut-être préférer dépenser de l'or pour détruire le bâtiment, un bâtiment de sa cité ici. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux pour pouvoir gagner la partie. Et donc, on continue la partie jusqu'à ce qu'un joueur ait construit le 7e bâtiment de sa cité. Alors potentiellement, s'il a l'architecte, il pourrait avoir jusqu'à 8, voire 9 bâtiments dans sa cité en terminant la partie. Donc lorsqu'il a construit son 7e bâtiment, on achève le tour en cours, d'accord. Donc on continue d'appeler les personnages jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Et donc ensuite, on passe au décompte des points. Donc pour rappel, dans chacune des cités, chaque bâtiment va rapporter un nombre des points égal au nombre de pièces qu'a coûté le bâtiment, d'accord. Donc c'est les symboles d'or qui sont présents en haut à gauche des cartes. Et donc ensuite, nous avons différents bonus. Alors le premier joueur à avoir construit son 7e bâtiment, il va gagner un bonus de 4 points de victoire. Tous les autres joueurs qui ont terminé leur cité, donc c'est-à-dire qui ont construit également 7 bâtiments dans leur cité, vont gagner 2 points de victoire. Et donc ensuite, si un joueur possède dans sa cité les 5 types de bâtiments différents, donc c'est-à-dire au moins un quartier noble, un quartier religieux, un quartier commerçant, un quartier militaire et une merveille. Donc si une cité possède les 5 types différents, eh bien, le joueur se voit accorder 3 points de victoire en plus. Donc pour finir, il y a tous les points de victoire bonus liés aux merveilles que vous pouvez posséder. Donc ça, c'est indiqué clairement sur la carte. Et donc celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie. S'il y a égalité, eh bien, le joueur qui gagne, donc on va le choisir parmi ceux qui étaient ex-aequo, et donc c'est celui qui aura révélé en dernier le personnage avec la plus grande valeur. Donc on regarde les personnages révélés au dernier tour, et celui qui a été révélé en fait en dernier, donc celui qui a la valeur la plus grande, c'est lui qui gagne la partie. Il me reste à parler du jeu pour des parties à 2 ou à 3 joueurs. Donc première chose qui va changer, c'est que à 2 ou à 3 joueurs, une cité va être considérée comme étant complète dès qu'il y a 8 bâtiments. Donc la partie, elle prend fin lorsqu'un joueur a construit son 8e bâtiment, et puis là on achève le tour en cours. Ensuite, la seconde différence, la dernière différence, en fait, elle vient dans la phase du choix des personnages. Donc en fait, quand on va jouer à 2 ou à 3 joueurs, chaque joueur va jouer en fait 2 personnages différents au cours d'un même tour. Donc comment ça va se passer? On va commencer par expliquer ce qui se passe à 2 joueurs. Donc le joueur qui détient la couronne, à nouveau,
il prend les cartes personnages. Donc pour commencer, il va les mélanger face cachée et en écarter une face cachée. Ensuite, il va choisir un personnage qui va jouer. Par exemple, le roi, voilà, qu'il met ici. Et il passe le paquet à l'autre joueur. Le joueur, cette fois-ci, il va choisir 2 cartes. Par exemple, celle-ci. Une carte qu'il va conserver face cachée. C'est un rôle qu'il va vouloir jouer. Et l'autre carte qu'il va écarter face cachée. Donc il sait la carte qu'il écarte. Et il en garde une. Et il rend le paquet à son adversaire qui va faire exactement comme lui. Donc il va choisir une carte qu'il va jouer et une carte qu'il va écarter. Et pour finir, l'autre joueur reprend les 2 cartes restantes. Et donc à nouveau, il en choisit une face cachée qu'il va vouloir jouer. Et l'autre, il l'écarte face cachée. Et donc ensuite, comme avant, celui qui détient la couronne va appeler chaque personnage un à un. Et donc chaque joueur va jouer 2 personnages et donc 2 tours différents. Et donc au cours de chaque tour, ils vont récupérer de l'or ou un quartier militaire. Ils vont pouvoir appliquer l'effet aussi de leur personnage. Attention que l'effet d'un personnage ne peut être utilisé que lors du tour de ce personnage. Mettons que vous avez l'évêque et le marchand. Donc c'est l'évêque qui va être appelé avant le marchand. Donc, vous allez jouer le rôle de l'évêque. D'accord? Donc vous allez soit prendre de l'or pour un nouveau quartier, peut-être construire un bâtiment, peut-être que vos quartiers religieux, si vous en avez, ils vont rapporter. Une fois que vous aurez fini, on va appeler le marchand. C'est à vous de jouer donc à nouveau, vous le révélez. Alors si au cours du tour du marchand, vous construisez un nouveau quartier religieux, vous ne pouvez pas récolter l'or de ce quartier religieux, d'accord? Vos quartiers religieux ne rapportaient que lorsque vous jouiez l'évêque. Maintenant vous êtes passé au marchand, vos quartiers religieux ne rapportent plus. Même chose avec l'architecte par exemple. Donc si vous avez l'architecte qui vous permet de construire jusqu'à 3 quartiers, et mais que vous avez aussi le condottiere, lors du tour de condottiere, vous ne pouvez construire qu'un seul bâtiment, même si vous n'avez pas construit 3 bâtiments lors du tour de l'architecte. Si vous jouez à 3 joueurs, le choix des personnages va se passer de presque la même façon. Donc le premier joueur, celui qui détient la couronne, va commencer par en écarter une face cachée. Et ensuite, il va choisir un personnage qui va passer à son voisin de gauche. Le voisin de gauche, cette fois-ci, choisit juste un personnage qui va jouer. Il n'écarte plus rien. Il passe le paquet au joueur suivant, qui va à nouveau choisir un personnage qui va jouer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque joueur ait 2 personnages. Donc voilà, ceci termine le PitXpeak de Citadel. Si vous ne connaissiez pas le jeu, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Vous trouverez en description, si vous pensez que le jeu est fait pour vous, un lien Philibert où vous pouvez vous procurer le jeu. En attendant, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!